19h, Yarana, merci d'être sur la première pour suivre l'actualité. À la une, ce soir, 3000 pédocriminels ont sévi dans le cadre de leur mission religieuse. Une triste réalité rendue publique par le rapport Sauvé. La communauté catholique du Fénois ne cache pas son dégoût, même si peu de témoignages en Outre-mer ont été récoltés. Des salariés choisissent le chômage plutôt que le vaccin, à défaut de consensus avec leurs employeurs. Ils dénoncent de la discrimination. Vous entendrez un témoignage dans ce journal. Dès ce soir, le Paul Gauguin voguera de nouveau dans les eaux polynésiennes avec peu de passagers, mais avec l'espoir d'une reprise certaine. Le carnet de réservation, lui, affiche quasiment complet pour l'année prochaine. Dialogue de sourds à New York entre les pétitionnaires et l'invité. Les premiers militent pour un processus d'autodétermination. Le deuxième, Edouard Fritsch en l'occurrence, défend bec et ongle l'autonomie de la Polynésie. Formé pour que le savoir-faire ancestral perdure, le tatouage se professionnalise aux Marquises. 12 stagiaires se forment à cet art qui est le plus riche en symboles traditionnels anciens. Un reportage à suivre à la fin de cette édition. L'Église catholique face à ses démons. Depuis 1950, 330 000 mineurs ont été victimes de clercs, de religieux ou de laïcs travaillant dans les institutions de l'Église en France. C'est le constat accablant de la commission indépendante sur les abus sexuels après 2 ans et demi de travaux. Je ressens de la honte et de l'indignation, déclare Monseigneur Cotenso, et cela malgré le peu de témoignages recueillis en Polynésie. Les explications de Cybèle Plichard et Teiva Ribé. Le rapport Sauvé, 485 pages qui donnent la nausée. Entre 1950 et 2020, au moins 3000 pédocriminels ont sévi dans l'Église. Les garçons entre 10 et 13 ans représentent près de 80% des victimes. À l'archevêché de Papeete, on n'hésite pas à parler de dégoût ou de honte. Jésus dit « Malheur à celui qui scandalise un enfant ». Il le dit dans l'Évangile. Comment des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs en charge dans l'Église ont-ils pu piétiner à ce point-là ce précepte de l'Évangile qui reste pour moi un précepte fondamental. Fondamental, et pourtant les témoignages provenant de l'outre-mer sont peu nombreux. En Polynésie française, depuis 2013, les victimes peuvent se manifester auprès d'une commission, la CIRCAS, mais seule une dizaine de signalements ont été répertoriés en 8 ans et un dossier porté devant la justice. Bon, vous savez comment les Polynésiens fonctionnent. Hein. Voilà, il y a des choses qui ne se disent pas, c'est pas le pudeur. Et je pense qu'il faut attendre les nouvelles générations, les nouvelles générations qui sont plus ouvertes sur les choses, sur le monde, qui s'expriment plus facilement. Peut-être, oui, ça peut être le fait que la parole ne soit pas encore complètement libérée en Polynésie. Une affaire a tout de même éclaté en 2019. L'ancien prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse a été mis en examen, notamment pour agression sexuelle sur mineurs. Présumé innocent, il n'a toujours pas été jugé. Pas facile pour son remplaçant de prendre ses marques. Je pense avant tout, même en tant que curé, c'est vraiment d'observer les choses, d'avoir une écoute active et de garder quand même une certaine neutralité. Ça me touche, parce que c'est aussi mon identité de prêtre qui est mise en cause. Une phase d'observation nécessaire pour retrouver la confiance et la foi des fidèles, à nouveau mise à l'épreuve par le rapport Sauvé. 17 jours. Il reste 17 jours avant que la loi sur l'obligation vaccinale entre en vigueur et elle s'imposera à 48 catégories professionnelles. À 2 semaines de son application, toujours pas de précision de l'ARAS et du pays pour les salariés qui refuseraient de se faire vacciner, si ce n'est une amende de 175 000 francs et certains subiraient déjà des pressions. Cybèle Plichard, Heidi Co. Yamila, non vaccinée, officie sur la Ranouille depuis 14 ans. Constamment au contact des passagers, elle ne pourra pas faire partie de l'équipage 100% vacciné voulu par sa direction. 4 autres salariés sont dans son cas. Je comprends la position de mon directeur, qu'il veuille personnel 100% vacciné, mais il faut aussi qu'il comprenne notre choix par rapport à cette obligation vaccinale. Et l'alternative est qu'il nous réaffecte dans d'autres postes à terre. Donc c'est la solution que nous lui avons également soumise lors de notre dernière réunion. C'est une forme de discrimination.
Bénéficiaire du dispositif Dièse, Yamila complète son salaire avec ses congés. Une situation intenable à long terme. Mais elle n'est pas la seule à vivre sous pression. Parmi les 48 catégories professionnelles concernées, la manutention portuaire. Les salariés non vaccinés refuseront de payer 175 000 francs d'amende le 23 octobre. Venez me chercher, emmenez-moi en prison. Moi, j'ai pas peur d'aller en prison. À mon âge, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas comme ça qu'il faut convaincre les personnes, même les salariés. C'est pas comme ça. C'est pas en mettant le couteau sous la gorge qu'on va aller se faire vacciner, non. Les syndicats du secteur de la manutention ont déposé un recours contre la loi sur l'obligation vaccinale. Et ils ne sont pas les seuls. Pas moins de 123 personnes soutiennent le recours déposé par cet avocat. Il faut dire que la loi n'est pas très claire. La seule sanction que le pays a prévue dans cette loi, c'est l'amende administrative de 175 000 francs. Mais pour le reste, la loi du pays ne prévoit pas d'interdiction aux salariés ou aux patentés de prendre ses fonctions s'il n'est pas vacciné au 24 octobre. Il ne prévoit pas de disposition pour l'employeur pour le permettre de contrôler, par exemple, son salarié, pour le permettre de suspendre son contrat de travail. En voulant d'ores et déjà évincer les employés non vaccinés, les chefs d'entreprise prendraient donc un risque en s'appuyant sur une loi dont les contours sont encore flous, car le Code du travail polynésien, lui, interdit toute forme de discrimination. Et sachez qu'une convention entre la CPS et le pays devrait être signée bientôt. Elle permettra l'échange de données des salariés concernés par cette obligation entre la Caisse de prévoyance sociale et l'ARAS. Eux sont obligatoirement vaccinés. Les touristes qui embarquent ce soir sur le Paul Gauguin doivent montrer patte blanche après 1 an et demi d'interruption. Les croisières reprennent, un soulagement pour la compagnie Ponant exploitant le navire dans nos eaux. Même si le bateau ne fait pas le plein de passagers pour cette reprise, le niveau de réservation pour l'an prochain est prometteur. Caroline Fariro, One Potoru. Sur le Paul Gauguin, on ne badine pas avec la sécurité sanitaire. Un dépistage médical strict et de rigueur avant d'embarquer. Les quelques 180 touristes français et américains, pour la plupart, s'y plient volontiers. Oui, nous sommes très excités. On avait hâte de le faire et on espère que ce sera un beau voyage. On était vaccinés. Dimanche, on a fait un test PCR. On en a refait un lundi. Et ce matin, à l'aéroport, on en a refait un. Donc, on est maximum. Rien n'est laissé au hasard. La désinfection des bagages et de tout matériel entrant s'impose. Masque obligatoire pour tous, un équipage heureux de retravailler et un commandant conscient de sa responsabilité. Merci beaucoup. Simon, vous gérez ? Tout l'équipage est vacciné, mais notre responsabilité, elle est aussi de garder cette bulle sanitaire à bord et de ne pas l'importer dans les endroits où on va. Les populations nous font confiance et c'est une lourde responsabilité pour nous tous. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que l'on utilise ces protocoles, ceux de la compagnie, ceux de la Polynésie, ceux des endroits où nous sommes. Ça veut dire que tout le monde accepte ça avec bienveillance. Le confinement a permis de revoir la décoration du navire. Les plans des restaurants sont repensés. Un piano-bar remplace aujourd'hui le casino. Le salon d'accueil est entièrement refait. Des investissements nécessaires pour les dirigeants de la compagnie, plutôt optimistes sur l'avenir. L'arrêt de cette croisière, globalement, a fait qu'on a dû annuler sur l'année et demie dernière à peu près 1 année de croisière, c'est-à-dire près de 10 000 clients. Le sujet principal, c'est que les clients ont envie de revoyager et qu'on voit en fait les niveaux de réservation sur 2022 et 2023 relativement bons. L'ambition est de retrouver le niveau de 2019, année prospère s'il en est, une formalité pour le navire qui sillonne depuis 20 ans les eaux polynésiennes. Les derniers passagers sont attendus ce soir avant l'appareillage du navire qui aura lieu vers minuit. La course aux bonnes affaires a débuté. 200 commerçants de Tahiti et des îles vont baisser leur prix. Des réductions jusqu'à 70% sont annoncées. L'objectif pour les commerces est d'attirer le plus de clients possible après cette période difficile pour eux qui ont dû baisser le rideau durant 1 mois. Organisée par la CCISM, la période des soldes durera 3 semaines, soit jusqu'au 24 octobre. Janina Tematahotwa, une vendeuse, répond à Rowan Potoru. Ça vaut le coup, c'est pour dire aux clients de revenir. Vu avec la crise sanitaire,
voilà, ça nous aide beaucoup, quoi. Et le click and collect mis en place durant le confinement est maintenu. Rendez-vous sur le site Les Bons Plans du Fénois ou sur la page Facebook de la CCISM. Cette bonne nouvelle pour les athlètes polynésiens, les compétitions et les rencontres sportives pourront reprendre à partir du 9 octobre à huis clos, après une concertation organisée par les autorités avec les représentants du monde sportif. Un calendrier de reprise d'activité a été établi avec un protocole d'accueil. Nous verrons cela plus en détail avec le président du comité olympique de Polynésie. Louis Provost sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Édouard Fritsch ne demande plus le retrait de la Polynésie de la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Mais dans son discours, le président du pays rappelle que le territoire aurait eu du mal à sortir de la crise sans l'aide de la France. Face aux membres de la 4e commission, Édouard Fritsch persiste et signe. C'est le gouvernement qui tient les rênes en Polynésie. Nicolas Suire et Heidi Enko. Pas de demande de retrait de la liste des pays à décoloniser. Édouard Fritsch a surpris les membres du Tavini présents à l'ONU. Le processus enclenché est trop difficile à arrêter. Par contre, le président de la Polynésie a mis l'accent sur l'aide de la France lors de la crise sanitaire, soulignant ainsi son importance dans la vie des Polynésiens. C'est le fait d'être dans un grand ensemble qui a permis à la Polynésie, on va dire, de suspendre l'autonomie sans le dire, et d'obtenir tous ces fonds. Et d'ailleurs, personne ne s'est plaint, personne n'a rien dit clairement. Il y a que le président de la République qui a appuyé dessus. Il a dit, vous ne participez pas à la solidarité nationale, ce qui n'empêche pas qu'on vous a donné, au nom de la solidarité nationale, le nécessaire. Et Édouard Fritsch de continuer sur la santé économique du Fénois. Il se porte bien, nous avons encore les moyens de nos besoins, nous avons encore le moyen pour nos projets, mais c'est grâce effectivement à cette association que nous avons aujourd'hui avec la République française qui nous soutient entièrement. Le président a également demandé qu'une mission des Nations Unies vienne évaluer les fondamentaux économiques, sociaux, sanitaires, éducatifs et aussi la relation politique et administrative avec la France. Une demande bien accueillie par les indépendantistes. Elle permettrait de faire progresser le processus dont l'issue est le référendum, mais avant cela, il faut prendre le temps d'en expliquer chaque étape. C'est ça le processus, c'est de s'asseoir à une même table avec l'État, avec les différentes parties, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et puis se dire les choses franchement entre adultes responsables, évaluer les différents chemins, dire voilà, qu'est-ce qu'on peut envisager si jamais c'est le oui qui l'emporte, qu'est-ce qu'on peut envisager si le non l'emporte, parce que comme en Calédonie, le lendemain du référendum, les partisans du oui ne vont pas disparaître, les partisans du non ne vont pas disparaître. Une situation qualifiée de syndrome du jour d'après, qui n'est pas pour tout de suite en Polynésie. Sûr du soutien des Polynésiens, Édouard Fritsch en appelle aux résultats des prochaines élections. Édouard Fritsch qui a également consacré un temps de son discours au plan climat-énergie 2015-2030 du pays, mais sans pour autant mentionner les retards de sa mise en œuvre. Mieux vaut prévenir que guérir. Avant la forte saison des pluies, le ministère de l'Équipement entame le nettoyage des rivières. Objectif, éviter les débordements de cours d'eau et le traumatisme des inondations. 79 rivières de Tahiti ont été identifiées comme présentant un fort risque d'inondation. Mais au-delà de la prudence, c'est aussi et surtout une responsabilité du gouvernement. Les explications de Manaura Tirao, le directeur adjoint technique de la direction de l'équipement, au micro de Jérôme Lee. Derrière, il y a une responsabilité administrative et pénale qui peut être engagée. Aussi, c'est pour ça qu'on se doit d'assurer, on va dire, ces missions d'entretien pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où il y a un débordement du cours d'eau qui conduit à mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes qui habitent à proximité de ces rivières.
Cap sur les Marquises, ils sont 12 passionnés de tatouage à suivre une formation professionnelle et durant 10 mois, ils devront prouver que cet art les passionne. Ils devront acquérir les techniques, connaître les symboles afin d'être récompensés. Les commentaires de James O sur des images de notre correspondante à Nukuhiva, Marie Curva. Ils sont originaires de Nukuhiva, Uapou, Uahuka, Hiva Uatahuata et Fatuhiva. Objectif pour ces 12 stagiaires marquisiens, décrocher le diplôme officiel d'artiste tatoueur équivalent au diplôme de niveau Bac+2. Depuis tout petit, j'aime ça, j'aime dessiner. Ça fait quelques années que je pratique aussi un peu le tatouage. Et cette formation, ce n'est que le chemin que je dois prendre pour m'agrandir et pourquoi pas partager aussi ce savoir. Ce que j'attends de cette formation, c'est déjà plus d'expérience au niveau de la signification de certains motifs marquisiens. Et j'espère aussi apprendre mieux le tatouage que ce que moi je connaissais déjà avant. Organisé par l'association culturelle Patutiki en collaboration avec la CODIM, le CEFI et l'école française du tatouage, cette formation de 10 mois est dispensée essentiellement par 2 tatoueurs marquisiens, Teiki Hukena et Heretu Tahiotupa. C'était notre volonté de vraiment ouvrir une formation pour pouvoir former des tatoueurs marquisiens sur place et que notre population puisse bénéficier aussi de tatoueurs expérimentés ayant les connaissances sur les placements et les significations des tatouages aux temps anciens. Donc ça, c'est un aspect vraiment propre au tatouage marquisien, mais également des compétences dans la pratique du tatouage moderne. Les stagiaires seront également formés aux règles d'hygiène et de salubrité, indispensables pour exercer dans un salon de tatouage. Après 2 semaines de théorie, place à la pratique. Le formateur, il va vraiment montrer la totalité de comment ça se passe dans un salon de tatouage, jusqu'à aller tatouer donc, une des personnes qui veut se faire tatouer, là justement dans cette formation. Cependant, les stagiaires, eux, puisqu'ils n'ont pas encore fait leur hygiène et salubrité, ils vont pratiquer, ils vont mettre en place le poste et ils vont par contre tatouer là sur la peau synthétique. Désir de professionnalisation ou quête identitaire, les deux ne sont pas incompatibles. Pour nos 12 apôtres du Patutiki Enana, l'important c'est d'acquérir des connaissances pour ensuite assurer la transmission de cette pratique ancestrale aux futures générations. Et enfin, pour clore ce journal, les proches élèves du conservatoire et amis ont rendu un vibrant hommage à Gabi Cavallo en interprétant quelques titres ayant marqué la longue vie du maître chanteur, ici à l'église Saint-Étienne. Pour rappel, Gabriel Cavallo est décédé lundi dernier à l'âge de 90 ans. Une deuxième veillée est prévue ce soir à Taravo avant l'inhumation prévue demain. C'est l'essentiel des informations développées par notre rédaction. Nous retiendrons celle-ci pour ce soir. Honte et dégoût du dirigeant catholique en Polynésie après la publication du rapport Sauvé. 485 pages qui prouvent qu'au moins 3000 pédocriminels ont sévi dans l'Église. 330 000 mineurs ont été victimes. En Outre-mer, les témoignages sont peu nombreux. La faute peut être à la parole qui ne s'est pas libérée selon les dirigeants. Depuis 2013, en Polynésie, une dizaine de signalements a été répertorié et un seul dossier a été porté devant la justice. Les titres de vos journaux. Demain, la dépêche de Tahiti s'intéresse au rapport annuel de la CPS publié aujourd'hui qui dévoile que 69% des retraités toucheraient une retraite en dessous du SMIC. Tahiti Info s'intéresse à la pêche avec ce titre « Grosse aide, petit résultat ». Soirée 100% documentaire du Fénois ce soir, comme tous les mercredis, vous avez désormais l'habitude. On part en mer d'abord avec Bleu Océan qui vous fait découvrir le concours de pêche au gros à vape eau et les kayaks à fond transparent. Juste après, sa pousse au Fénois vous emmène dans les coulisses de la canne à sucre. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à demain. On se quitte sur ces voix d'or qui ont résonné à l'église Saint-Étienne pour Gabi Cavallo.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.